L'histoire de l'imagerie, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre parce que on voit l'anomalie. On n'imagine pas, on la visualise. C'est un marqueur, ça s'appelle un biomarqueur. En fait, on voit l'anomalie dans le cerveau et on se dit, puisqu'elle est là, on va essayer justement de pallier à cette anomalie. On ne peut pas pallier à des anomalies partout dans le cerveau. Le fait d'avoir vu cette région clé anormale, ça nous a permis en tout cas, de faire un essai thérapeutique. Mais ça, c'est un vrai espoir. Je m'appelle Nathalie Baudard, je suis médecin, je suis professeure de médecine, je suis radiologue à la base et j'ai choisi de faire de la radiologie pédiatrique et de me surspécialiser en neuro-radio-pédiatrie. Il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, je suis Monica Zilbovicius, je suis psychiatre et directrice de recherche à l'INSERM. Je m'appelle Anna Sajtovic, je suis psychologue et chercheuse à l'Institut Imagine. Et donc, nos recherches, en fait, avant même d'avoir le laboratoire associé à Imagine, ont commencé il y a plus de 25 ans. Donc, j'étais étudiante avec le professeur Zilbovicius, qui fait donc bien sûr partie de l'équipe. Et on a retrouvé donc un hypofonctionnement au niveau d'une région bien précise du cerveau qui est le lobe temporal, un hypofonctionnement chez les enfants autistes par rapport à des enfants qui n'étaient pas autistes. Un hypofonctionnement, ça veut dire que ça marche moins bien. Et cette région, en fait, c'était une région clé dans le cerveau qui était vraiment connectée avec toutes les autres régions du cerveau, cette région temporale. Et elle est le siège, en fait, des interactions sociales. Quand vous me parlez et quand moi je vous regarde et que je bouge mes mains, vous activez votre région temporale supérieure qu'on a retrouvée donc anormale chez les enfants autistes. L'autisme aujourd'hui est considéré comme un trouble qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Et le mot spectre est très important parce que les enfants et les personnes avec autisme ne sont pas identiques. Il y a des formes d'autisme différents. On peut avoir une association avec un retard mental, des personnes très intelligentes, des enfants qui parlent pas, des enfants et des adultes qui parlent très bien. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la notion du spectre. Dans l'autisme, malgré tous ces différences, on a quand même des points communs qui permettent de faire le diagnostic. Et aujourd'hui, on a deux axes qui sont importants. D'abord, les troubles de la communication sociale. Et ce qu'on appelle la communication sociale, c'est évidemment la parole, mais encore plus importante que la parole, c'est la perception de l'autre. Vous voyez, ici, on est en train de communiquer par les gestes, on se voit, et tout ça, ça marche pas très bien dans l'autisme. Ce qu'on appelle la communication non verbale. Le deuxième groupe de déficits, d'abord ce qu'on appelle des intérêts restreints, c'est des enfants et après des adultes qui ont des intérêts, par exemple les dinosaures, les trains, c'est-à-dire ils sont restreints, il y a quelque chose qu'ils aiment, ils restent là-dessus. Ils deviennent même spécialistes, quand après les adultes peuvent être très forts en informatique, en mathématiques, tout ça. Et l'autre aspect, c'est aussi les stéréotypies, par exemple des mouvements répétés des mains, du corps, des balancements, tout ça. Cette recherche a démarré, a commencé déjà il y a une trentaine d'années. Et avec Nathalie, nous nous sommes posé la question de quelles seraient les anomalies qu'aimerait un enfant avoir autant de difficultés qu'on observe dans l'autisme, surtout dans les difficultés d'interaction sociale. À l'époque, il faut savoir qu'on ne savait rien sur comment ça se passait pas dans les cerveaux. Et on a démarré cette recherche et on a retrouvé, on a mis en évidence, c'est une découverte, on était pionnière dans le domaine, une anomalie localisée au niveau du cerveau des autistes. Quand on regardait, comparait les cerveaux des enfants avec autisme à des enfants avec un développement typique. Cette anomalie était localisée, je vous ai dit, dans une région très spécifique du cerveau, qui est la région temporale supérieure. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, on n'avait aucune idée à quoi servait cette région dans les cerveaux typiques. Parce que c'était vraiment une évolution des connaissances qui était liée aux techniques d'imagerie qui évoluaient aussi. Ce qui est arrivé, c'est que assez vite, des résultats en neurosciences nous ont montré que cette région était spécialisée dans les processus d'information sociale dans les cerveaux, notamment la perception des mouvements des yeux, de la bouche, des mouvements de corps. Là, il y a une cohérence entre les résultats dans l'autisme, la connaissance de la fonction de cette région dans les cerveaux typiques et ce qu'on observe en clinique chez l'enfant. Une difficulté très importante d'interagir par les regards et qui est en fait les regards, les socles
C'est par là qu'on commence à évoluer dans la connaissance et l'interaction de l'autre. Donc on a décidé, avec différentes méthodes d'imagerie, de voir ce qui n'allait pas dans le cerveau. Avec la tomographie par émission de positons, qui mesure le débit sanguin cérébral au repos, qui est en fait l'activité des neurones, c'est-à-dire le fonctionnement du neurone au repos. On a retrouvé une diminution de ce fonctionnement du neurone dans les lobes temporaux chez des enfants autistes comparé à des enfants non autistes. Avec l'IRM, donc vraiment l'IRM qui mesure le gris, la substance grise qui sont les neurones, la substance blanche qui sont la myéline, qui est vraiment la fin du corps cellulaire. On a décidé avec l'IRM de séparer cette substance grise, cette substance blanche et de voir s'il y avait des anomalies dans le cerveau des enfants autistes. Et on a trouvé une diminution de la substance grise vraiment au niveau des lobes temporaux, au même endroit qu'on avait retrouvé les anomalies avec la diminution de fonctionnement. Donc ça, c'était majeur. On a retrouvé dans une région du cerveau, avec 2 méthodes différentes, des anomalies à ce niveau-là. Après, il y a une équipe japonaise qui a trouvé ces mêmes anomalies avec une 3e technique de dysfonctionnement temporal. Et il se trouve que le lobe temporal, c'est la région clé du cerveau pour les interactions sociales, qui correspondent pile à nos anomalies dans l'autisme. À partir de là, on s'est dit, on va essayer de faire plus. Depuis 20 ans, l'eye tracking est utilisé dans l'autisme et ça a permis de montrer, de mettre en évidence des anomalies, ce qu'on appelle les anomalies de perception sociale, qui sont caractérisées par un pattern de regard qui est atypique lorsqu'on regarde des scènes qui ont des interactions sociales. Donc nous, quand on regarde des scènes d'interactions sociales, en général les enfants au développement typique, on va regarder surtout les visages et les yeux des personnages et c'est comme ça qu'on va comprendre tout ce qui est en train de se passer en termes d'interaction. Or, les enfants avec autisme, ainsi que les adultes, ils vont pas du tout avoir cette même stratégie d'accès à l'information. Ils vont regarder ailleurs. Ils vont regarder ce qu'on appelle les détails physiques, le background de la scène. Et ils vont très peu regarder les personnages et encore moins les yeux. Et donc, on peut imaginer tout ce qui va leur manquer en termes d'information pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Et dans une situation de vie réelle, de pouvoir se positionner de façon adaptée dans le cadre d'une interaction. Le principe basique, en fait, est de mettre l'enfant face à quelque chose, donc un écran d'ordinateur, où on va présenter des vidéos, ce sont des paradigmes qu'on a développés dans le laboratoire, qui présentent des personnages en interaction sociale. Et après, on va pouvoir, avec l'aide du logiciel d'eye tracking, retracer le parcours du regard de l'enfant. Et comme ça, on pourra voir en termes quantitatifs où l'enfant a regardé, où est-ce qu'il n'a pas regardé, combien de temps, etc. Le regard vers l'autre, c'est quelque chose qui est présent très précocement au niveau du développement et qui a une caractéristique des primates. C'est-à-dire que pour reconnaître l'autre et pour entrer en interaction avec l'autre, on va s'en servir à la fois de la voix, des voix auditives et du regard. Et le bébé, à la naissance, il a déjà une préférence, il préfère regarder des visages que des non-visages. Donc c'est quelque chose qui est très ancré au niveau biologique et qui va permettre le développement subséquent d'une expertise sociale, si on peut appeler comme ça. Le regard vers l'autre est vraiment au socle fondamental qui va permettre le développement des compétences sociales par la suite. Et c'est quelque chose qui est atteint chez des personnes avec autisme. Les résultats qu'on a obtenus au cours de ces 30 ans de recherche nous ont permis donc d'investir une nouvelle voie de recherche qui est une voie d'intervention. C'est-à-dire qu'on a pu identifier dans le cerveau des personnes avec autisme cette région très spécifique qui ne fonctionne pas bien. On sait que cette région, elle est très importante pour le traitement de l'information du regard de l'autre. Et on a la possibilité aujourd'hui d'intervenir dans cette région en stimulant cette région pour voir si on arrive à améliorer ce comportement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures d'eye tracking où on montre des vidéos d'interaction sociale aux personnes avec autisme. On va stimuler cette région du cerveau qui ne fonctionne pas bien et on va refaire ces mesures d'eye tracking après pour voir si cette stimulation a permis d'améliorer ce comportement. Comme je disais, un comportement clé, un comportement de base pour le développement subséquent d'une expertise sociale. En fait, c'est important que je vous parle de l'historique de ce lobe temporal parce qu'il y a longtemps, on disait qu'il n'y avait pas d'anomalie dans la tête des enfants autistes. Maintenant qu'on a montré avec plusieurs techniques qu'il y a des anomalies au niveau temporal, on va aller aussi un peu plus loin aussi en imagerie avec la génétique. En fait, en faisant des groupes homogènes d'enfants à la fois cliniquement et génétiquement, ça va nous amener à comprendre ce qui se passe dans leur cerveau à eux et pas à d'autres enfants qui se ressemblent mais qui sont assez différents en génétique. Donc en fait, c'est ça toute la force de notre aussi équipe de recherche, c'est d'avoir des généticiens qui peuvent tester le sang des enfants et de leurs parents, de trouver des anomalies génétiques et nous ensuite d'avoir le savoir-faire, de pouvoir les mettre dans l'IRM, d'avoir des séquences vraiment hyper modernes pour mesurer le débit sanguin cérébral au repos et on a le savoir-faire d'extraire ce débit sanguin cérébral, de pouvoir les comparer à des enfants qui sont non autistes. Et le fait d'avoir des groupes homogènes d'enfants avec une génétique donnée nous donne le fonctionnement ou
le dysfonctionnement de leur cerveau précisément. À un gène correspond une anomalie dans le cerveau bien particulière. On arrive à faire des corrélations imagerie clinique, imagerie génétique, et on avance pour mieux comprendre en fait la physiopathologie et les mécanismes qui sous-tendent en fait ces troubles autistiques. Aujourd'hui, nos recherches ont comme but affiner les connaissances qu'on a acquises au cours de ces années. Et le but, c'est mieux comprendre pour mieux aider. C'est-à-dire, il est très important qu'on connaisse comment fonctionne ou quelles sont les difficultés au niveau déjà du cerveau pour adapter la prise en charge de ces enfants et même la compréhension de pourquoi ils sont comme ça. Nous espérons, et on travaille là-dessus, que cette recherche évolue, qu'on puisse avoir plus de questions et plus de réponses et collaborer donc que les personnes avec autisme puissent avoir une vie plus intégrée dans notre société.